Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la politique jusqu'au dernier souffle, c'est ce qu'a promis Laurent Gbagbo dimanche. L'ancien président ivoirien lançait son nouveau parti politique après son acquittement par la Cour pénale internationale et son retour au pays. Il veut transmettre le relais aux nouvelles générations. Les détails dans un instant. En Guinée, l'imam Diaby, emprisonné pour avoir dirigé des prières en malinké, est libre, mais il persiste. Il souhaite continuer à prier dans cette langue parlée en Guinée et se refuse de prier en arabe, comme le préconise la Ligue islamique guinéenne. Il risque de nouveau la prison. Notre correspondant l'a rencontré. Nous l'écouterons dans ce journal. Le contrôle de la très stratégique CENI au cœur de tensions politiques en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale a entériné le choix de Denis Kadima comme président. Les députés de l'opposition ont perturbé la séance. Nous tenterons de comprendre pourquoi avec notre invité Trésor Kibangula, chercheur au groupe d'études sur le Congo. La réouverture de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, fermée suite à une troisième vague de Covid-19, l'établissement accueille 70 000 étudiants. Vous allez voir qu'ils sont heureux de retrouver les bancs de l'université. La correspondance dans un instant. Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, c'est le nom du nouveau parti lancé par Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien a créé son parti et a promis de faire de la politique jusqu'à sa mort, tout en appelant les anciens de sa génération à se retirer, je cite, de la politique électorale active pour transmettre le relais à la jeune génération. Reportage de nos correspondants Anan Ferjani et Damien Kofi. Le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire monte sur scène sous les ovations d'un auditoire de plus de 1600 personnes. Laurent Gbagbo prend officiellement les rênes de cette nouvelle formation politique de gauche et panafricaine après un vote unanime des membres du congrès constitutif du parti samedi. Un rôle qui consolide son retour sur le devant de la scène politique après 10 ans d'absence. Durant son allocution de plus d'une heure, l'ex-chef de l'État a tenu à mettre un terme aux spéculations quant à ses projets. Mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. La structure du parti que j'ai voulu, c'est une structure pour préparer mon retrait. Je ne laisse à personne le choix de décider de quand je dois partir. Si Laurent Gbagbo a surpréparé la relève, ses militants réunis au village du Congrès, érigé quelques centaines de mètres plus loin, eux fondent tous leurs espoirs sur celui qu'ils surnomment Moody. Sa vision, c'est une vision qui amène le peuple ivoirien, mais l'Afrique, à savoir que là où elle va, c'est pour son propre bonheur, mais c'est pour sa propre liberté. Vraiment qu'on se rassemble derrière le président Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à venir nous aider, nos enfants vont avancer, nous aussi, nos commerces là, ça va avancer. C'est la clé de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à venir ouvrir, on va rentrer dans la maison là. Autre surprise de ce congrès, la présence d'Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP au pouvoir, venu représenter le président Alassane Ouattara, l'homme politique qui a misé sur un discours d'apaisement. Je voudrais vous dire de cette tribune que le RHDP ne fera pas l'économie de sa relation avec le nouveau parti du président Laurent Gbagbo. Une étape de plus dans le processus de réconciliation nationale dont l'une des conditions sine qua non demeure le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques, selon Laurent Gbagbo, qui a profité de sa tribune pour interpeller Alassane Ouattara sur la question. Sans surprise, le choix du président de la CENI en République démocratique du Congo a suscité de nombreuses tensions. L'Assemblée nationale a entériné samedi le choix de Denis Kadima comme président de la commission électorale lors d'une plénière houleuse perturbée par les députés de l'opposition. Un choix malgré le vote de 6 confessions sur 8. Denis Kadima a été contesté par la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, et par les protestants qui l'accusent de corruption. Pour en parler, nous sommes en direct avec Trésor Kibangula, chercheur au groupe d'études sur le Congo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi la nomination du président de la CENI est-elle devenue un enjeu primordial dans le pays? Voilà, c'est que cette issue était prévisible parce que depuis quelques mois, on a compris que chaque camp politique voulait caporaliser la CENI parce que les élections en République démocratique du Congo, cycle électoral après cycle électoral, continue à perdre son sens
les acteurs politiques cherchent à prendre en main, à instaurer une mainmise sur la CENI pour s'assurer une victoire à la fin. Il y a eu pourtant des ajustements courageux à l'époque avec une proposition de loi qui voulait pas dépolitiser la CENI parce que c'est compliqué à l'instant, mais une proposition qui voulait une composition équilibrée du bureau de la CENI, mais les politiques en ont voulu autrement. Donc c'est une issue qu'on s'y attendait malheureusement. Alors quel rôle peuvent jouer la SENCO et les protestants? Est-ce que le président Tshisekedi peut encore faire marche arrière? En tout cas, tout le monde se tourne vers le président Tshisekedi aujourd'hui, mais il faut savoir que ça fait depuis au moins 4 mois qu'on tourne autour de cette histoire de la présidence de la CENI. Est-ce que les confessions religieuses vont s'entendre? Parce que c'était à elle que revenaient ces choix délicats du président de la CENI. Maintenant, tout le monde se tourne vers le président de la République pour savoir s'il va valider ou pas ces choix. Mais je pense que c'est réducteur de considérer que tout dépendait des confessions religieuses. Le mal est très profond. En tout cas, chaque camp politique, on a vu même le poste de vice-président a créé des remous, même le poste de rapporteur adjoint, il y a des problèmes. En fait, il y a un double problème dans ce qui se passe, dans ce manque de consensus en République démocratique du Congo. Il y a à la fois la question de la transparence dans la désignation des délégués qui sont envoyés à la CENI et aussi un problème de fonctionnement dans la majorité, l'actuelle majorité présidentielle. Est-ce que les délégués de chaque camp qui ont été envoyés étaient bel et bien ceux que ces regroupements politiques avaient envoyés? Et là encore, il y a beaucoup de questions, même au sein de l'Union sacrée de la nation. Alors pensez-vous qu'il y aura un regain de contestation de la part de l'opposition? On se dirige malheureusement vers ces processus électoraux qui va être encore une fois tendu comme le précédent parce qu'il n'y a pas effectivement consensus. On a vu hier ou avant-hier, Martin Fayulu de la Mouka a mobilisé beaucoup de monde à Kinshasa pour réclamer un processus électoral plus inclusif, plus consensuel. Et demain, peut-être les protestants seront à l'Église catholique et même au sein de la majorité présidentielle, les partis ou le regroupement politique derrière Moïse Katumbi pourraient appeler les gens à descendre dans la rue. Donc, il y aura une sorte de synergie des camps avec des intérêts, bien entendu, divergents qui vont peut-être demain se liguer contre le pouvoir en place et exiger un processus électoral plus consensuel. Eh ben, merci beaucoup pour votre analyse, Trésor Kibangula, chercheur au groupe d'études sur le Congo. On suivra bien évidemment le déroulé de ces événements en République démocratique du Congo. Cohabitation au Cap-Vert, la présidentielle a été remportée par le socialiste José Maria Nueves. Ce dernier va travailler aux côtés du Premier ministre de centre-droit, Ulysse Correia da Silva. Les deux hommes ont fait vœu d'avancer ensemble pour sortir l'archipel de la crise économique malgré leurs divergences. Notre correspondante dans la région, Sarah Sako, a couvert pour nous ce scrutin. C'était un pari loin d'être gagné. José Maria Neves a mené une campagne modeste, bien loin des caravanes tonitruantes de Carlos Veiga, l'autre grand favori du scrutin. Et pourtant, à 60 ans, cet universitaire devient le 5e président du Cap-Vert. José Maria Neves s'est présenté en son nom propre, comme l'exige la loi, mais il est issu des rangs du PAICV, le grand parti historique de gauche. Il trouvera face à lui un Premier ministre libéral, issu, lui, des rangs de l'autre grand parti, le Mouvement pour la démocratie. José Maria Neves arrive à la tête d'un pays à l'économie très dépendante du tourisme, mais surtout dévastée par la pandémie. Le principal défi reste donc la relance post-Covid. José Maria Neves a été élu au terme d'une campagne sans incident. Il succède au président Fonseca qui lui a atteint la limite des 2 mandats présidentiels. Une fois de plus, cette élection prouve que la démocratie est bien ancrée au Cap-Vert qui ne connaît que des scrutins apaisés depuis 30 ans. En Guinée, l'imam Diaby récidive. À peine libéré de prison, il a repris les prières en malinké, une langue nationale en Guinée. Le religieux se refuse de prier en arabe comme le prescrit la Ligue islamique guinéenne, un refus qui lui a valu de la prison. Notre correspondant Malik Diakité l'a rencontré chez lui à Cancan, la 2e ville du pays. Écoutez. Rien ne semble le décourager, ni la prison, ni les intimidations dont il dit faire l'objet. L'imam Diaby, dès sa sortie de prison, a recommencé à diriger la prière en malinké chez lui, entouré de ses adeptes.
La justice a annulé sa condamnation pour trouble à l'ordre public. La cour d'appel l'a libéré et lui a simplement infligé une amende de 5 € pour avoir désobéi à la Ligue islamique guinéenne. Un soulagement pour l'imam qui demande aujourd'hui à poursuivre sa pratique. Je ne prie pas en arabe parce que je ne comprends pas l'arabe, ce n'est pas ma langue. Toutes les créatures de Dieu l'adorent dans leur propre langue et Dieu les comprend toutes. Pourquoi veulent-ils forcément que je prie en arabe? Je suis prêt à mourir, mais je ne vais jamais prier en arabe. Et si on me renvoie en prison, je continuerai à pratiquer ma religion, même là-bas. L'imam Diaby est loin de n'avoir que des adeptes ici à Kankan, une ville très connue pour son attachement à un islam conservateur. Les autorités religieuses dénoncent un acte de résistance qu'il faut combattre. Namfo devient quelqu'un aujourd'hui qui dérange le musulman. Pas seulement le musulman de Kankan, le musulman de la et puis le musulman du monde entier. Parce que sa façon de faire, prier encore, c'est inapproprié, c'est inacceptable pour nous les musulmans. L'imam Diaby s'est fait connaître en 2019 pour avoir publiquement dirigé une grande prière en langue malinké, une pratique de plus en plus populaire auprès des fidèles. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Éthiopie qui aurait mené des frappes meurtrières sur Mekele, la capitale du Tigré. Une information de sources humanitaires, diplomatiques et médicales. Le gouvernement fédéral a de son côté qualifié de mensonge total ces informations. Ces frappes aériennes auraient fait 3 morts selon un premier bilan hospitalier. 3e jour consécutif de sit-in devant le palais présidentiel au centre de Khartoum au Soudan. Des manifestants installés dans des tentes pour réclamer le départ du gouvernement civil embourbé dans une grave crise politique et économique. Ils demandent le retour du pouvoir militaire. Le message ferme du président en exercice de la CEDEAO au Mali. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est rendu dimanche dans le pays. Il a demandé à la junte au pouvoir d'œuvrer pour la tenue d'élections en février prochain, une échéance qui semble être abandonnée par les militaires. L'Afrique du Sud rejette le vaccin russe anti-Covid Sputnik V. Le pays a pourtant eu des difficultés à trouver suffisamment de doses pour sa population. Plus d'un quart des 59 millions de Sud-Africains sont vaccinés à ce jour. La formule russe n'a pas officiellement reçu le feu vert de l'OMS. Elle est néanmoins administrée dans au moins 45 pays. Les quelques 70 000 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, soulagés de reprendre les cours. Après 3 mois de fermeture suite à une 3e vague de Covid-19, la grande université a rouvert ses portes ce lundi. Le pass sanitaire, longtemps exigé par l'État, n'est plus nécessaire en raison de la baisse des cas de contamination ces dernières semaines. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Un nouveau décor, des espaces verts ou des fresques murales représentant entre autres le parrain de l'université de Dakar, l'éminent égyptologue sénégalais Cheikh Anta Diop. L'université de Dakar a totalement fait peau neuve pour cette reprise 3 mois après sa fermeture pour des raisons sanitaires mais également sécuritaires. C'est le soulagement chez les étudiants qui espèrent que cette reprise sera enfin la bonne et qu'il n'y aura pas une nouvelle suspension des cours car depuis le début de la pandémie, ce n'est pas la première fois que l'université est fermée pour des raisons sanitaires. Je vous propose d'écouter ces quelques étudiants. C'est un sentiment de nostalgie, bon, d'autant plus qu'on a fait 3 mois sans l'université et qui connaît étudiant rime avec l'université. Un sentiment de joie. Voilà, comme tout étudiant régulièrement inscrit, c'est vraiment un sentiment de joie d'avoir retrouvé ce temple du savoir. Les autorités universitaires estiment avoir pris toutes les mesures pour une bonne reprise des cours. Écoutez. Nous avons travaillé pendant ces 2 mois de vacances-là à ce que l'environnement de vie des étudiants soit considérablement amélioré. Et je crois que le recteur est assez conscient que l'année n'est pas encore terminée et que je crois qu'ils vont tout faire, les professeurs y compris, pour que l'année puisse s'achever comme ça a été démarré. Pour ce qui est de la pandémie de la Covid-19 qui était en partie à l'origine de la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notez que le Sénégal a connu ces dernières semaines une baisse drastique des cas de contamination qui tournent à moins de 10 cas par jour.
Et on vous parle du FESPACO cette semaine. Le plus grand festival de cinéma d'Afrique a débuté samedi à Ouagadougou. Cette 27e édition a été reportée de 8 mois à cause de la crise sanitaire. 17 longs métrages sont en compétition pour remporter l'étalon d'or du Yenenga. Cette année, c'est le Sénégal l'invité d'honneur. Et justement, notre correspondant Khalid Doussi a rencontré le réalisateur sénégalais J.D. Djigo, qui présente son film documentaire, une enquête sur la vie et les circonstances tragiques de la mort d'Omar Blondin Diop, ce jeune révolutionnaire des années Senghor. Écoutez. C'était un personnage assez subversif. La version officielle du gouvernement dit qu'il s'est suicidé. Or, la vérité, c'est qu'il y a eu un homicide. Et je crois que le flou est entretenu sciemment par les autorités gouvernementales pour justement que cet homicide ne soit pas découvert. Et justement, dans le documentaire, on a fait une enquête qui prouve qu'il y a carrément eu un homicide et que la thèse du suicide était vraiment une thèse qu'on a créée pour maquiller cet homicide-là. Avec les éléments que nous apportons dans ce documentaire, nous espérons qu'il y aura une réouverture de l'enquête et que la vérité sera établie. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.